Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 2 juin et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'un comédien vieillissant qui, à force de jouer des personnages sur scène, peine à ressentir lui-même de vraies émotions. C'est une nouvelle d'Auguste de Villiers de l'Isle-Adam intitulée « Le désir d'être un homme ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Commencez par relâcher complètement votre visage, détendez vos sourcils, déplissez votre front. Prenez quelques instants pour détendre tous les muscles de votre visage. Relâchez votre nuque, votre dos, ressentez les muscles de votre dos se relâcher complètement, s'abandonner sur le matelas. Vos bras et vos mains sont confortablement posés sur le matelas, calmes et détendus. Laissez retomber vos épaules, sentez-les se relâcher de tout leur poids. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche à votre rythme. Détendez vos hanches, vos cuisses, vos jambes, vos pieds. Concentrez-vous sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Ne cherchez pas à respirer lentement ou profondément. Laissez-vous juste aller à respirer naturellement et observer vos sensations.
Imaginez que toute la tension accumulée au cours de la journée s'évacue par vos extrémités, par vos doigts et vos orteils alors que vous expirez. Vous pouvez sentir la tension alors qu'elle traverse vos mains et vos pieds avant de s'évader. Vous vous sentez de plus en plus calme et reposé. Sentez vos paupières reposer lourdement sur vos orbites et comme il est confortable de reposer vos yeux, de leur donner un temps de répit pour la nuit, de les mettre au repos. Détendez votre mâchoire, sentez comme votre visage semble plus frais que le reste de votre corps, comme cela est agréable. Alors que vous inspirez, vous sentez le calme et la sérénité s'installer, et à chaque expire, vous sentez les tensions quitter votre corps et s'évacuer. Vous vous sentez de plus en plus calme et reposé. Laissez votre esprit s'égarer. Observez les sensations de votre corps. Observez votre respiration. Observez les appuis de votre corps contre le matelas. Observez comme il est agréable d'être simplement dans l'instant présent, de ne rien attendre. À présent, prenez un moment pour méditer, c'est-à-dire de ne vous concentrer que sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines. Si des pensées vous viennent, laissez-les passer de manière indifférente, comme si vous n'étiez qu'un simple observateur extérieur.
et recentrez votre attention sur votre respiration, sur la température de l'air, sur les sensations que l'air vous procure en se frottant aux parois internes de vos narines, alors qu'un bien-être vous envahit. Laissez votre esprit s'égarer et votre attention se concentrer sur votre respiration. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, le désir d'être un homme. Minuit sonnait à la Bourse, sous un ciel plein d'étoiles. À cette époque, les exigences d'une loi militaire pesaient encore sur les citadins et d'après les injonctions relatives au couvre-feu, les garçons des établissements encore illuminés s'empressaient pour la fermeture. Sur les boulevards, à l'intérieur des cafés, les papillons de gaz des girandoles s'envolaient très vite, un à un, dans l'obscurité. L'on entendait du dehors le brouhaha des chaises portées en quatuor sur les tables de marbre. C'était l'instant psychologique où chaque limonadier juge à propos d'indiquer d'un bras terminé par une serviette les fourches codines de la porte basse au dernier consommateur. Ce dimanche-là sifflait le triste vent d'octobre. De rares feuilles jaunies, poussiéreuses et bruissantes, filaient dans les rafales, heurtant les pierres, rasant l'asphalte, puis semblance de chauve-souris disparaissaient dans l'ombre, éveillant ainsi l'idée de jour banal à jamais vécu. Les théâtres du boulevard du crime, où pendant la soirée s'étaient entrepoignardés à l'envi tous les Médicis, tous les Salviati et tous les Montfeltre, se dressaient, repères du silence, aux portes muettes gardées par leurs cariatides. Voitures et piétons, d'instant en instant, devenaient plus rares. Ça et là, de sceptiques falots de chiffonniers luisaient déjà phosphorescence dégagée par les tas d'ordures au-dessus desquels ils erraient. À la hauteur de la rue Hauteville, sous un réverbère à l'angle d'un café d'assez luxueuse apparence, un grand passant à physionomie saturnienne, au menton glabre, à la démarche somnambulesque, s'était arrêté comme s'il eût machinalement hésité à franchir la chaussée qui le séparait du boulevard Bonne-Nouvelle. Ce personnage attardé regagnait-il son domicile? Les seuls hasards d'une promenade nocturne l'avait-il conduit à ce coin de rue? Il eût été difficile de le préciser à son aspect. Toujours est-il qu'en apercevant tout à coup sur sa droite une de ces glaces étroites et longues comme sa personne, sorte de miroir public d'attenance, parfois aux devantures d'estaminets marquants, il fit une halte brusque, se campa de face vis-à-vis de son image et se toisa délibérément des bottes au chapeau. Puis soudain, levant son feutre d'un geste qui sentait son autrefois, il se salua non sans quelque courtoisie. Sa tête, ainsi découverte à l'improviste, permit alors de reconnaître l'illustre tragédien Esprit Chaudeval, né le Painteur, dit Monanteuil, rejeton d'une très digne famille de pilotes malouins, et que les mystères de la destinée avaient induit à devenir grand premier rôle de province, tête d'affiche à l'étranger, et rival souvent heureux de notre Frédéric Lemaître. Pendant qu'il se considérait avec cette sorte de stupeur,
les garçons du café voisin endossaient les pardessus aux derniers habitués, leur désaccrochaient les chapeaux. D'autres renversaient bruyamment le contenu des tirelires de nickel et empilaient en rond sur un plateau le billon de la journée. Cette hâte, cet effarement provenait de la présence menaçante de 2 subits sergents de ville qui, debout sur le seuil et les bras croisés, harcelaient de leur froid regard le patron retardataire. Bientôt, les auvents furent boulonnés dans leur châssis de fer, à l'exception du volet de la glace qui, par une inadvertance étrange, fut omis au milieu de la précipitation générale. Puis le boulevard devint très silencieux. Chaudval, seul, inattentif à toute cette disparition, était demeuré dans son attitude extatique au coin de la rue Hauteville, sur le trottoir, devant la glace oubliée. Ce miroir livide et lunaire paraissait donner à l'artiste la sensation que celui-ci eût éprouvée en se baignant dans un étang. Chauvedal frissonnait. Hélas, disons-le, en ce cristal cruel et sombre, le comédien venait de s'apercevoir vieillissant. Il constatait que ses cheveux, hier encore poivre et sel, tournaient au clair de lune. C'en était fait. Adieu rappel et couronne, adieu rose de Thalie, laurier de Melpomène. Chaudval, brusquement conscient de la cinquantaine, soupira. Un brouillard lui passa devant les yeux. Une espèce de fièvre hivernale le saisit et l'hallucination dilata ses prunelles. La fixité hagarde avec laquelle il sondait la glace providentielle finit par donner à ses pupilles cette faculté d'agrandir les objets et de les saturer de solennité, que les physiologistes ont constaté chez les individus frappés d'une émotion très intense. Le long miroir se déforma donc sous ses yeux. Des souvenirs d'enfance, de plages et de flots argentés lui dansèrent dans la cervelle. Et ce miroir, sans doute à cause des étoiles qui en approfondissaient la surface, lui causa d'abord la sensation de l'eau dormante d'un golfe. Il secoua ce vertige et se redressa dans sa haute taille avec un éclat de rire nerveux, faux et amer, qui fit tressaillir sous les arbres les 2 sergents de la ville. Fort heureusement pour l'artiste, ceux-ci, croyant à quelque vague ivrogne, à quelque amoureux déçu peut-être, continuèrent leur promenade officielle sans accorder plus d'importance au misérable Chaudval. « Bien, renonçons, dit-il simplement et à voix basse, comme le condamné à mort qui, subitement réveillé, dit au bourreau « Je suis à vous, mon ami ». Le vieux comédien s'aventura dès lors en un monologue avec une prostration hébétée. « J'ai prudemment agi, continua-t-il, quand j'ai chargé l'autre soir mademoiselle Pinson, ma bonne camarade, de m'obtenir entre 2 aveux brûlants cette place de gardien de phare dont jouissaient mes pères sur les côtes ponantaises. Et tiens, je comprends l'effet bizarre que m'a produit ce réverbère dans cette glace. C'était mon arrière-pensée. Pinson va m'envoyer mon brevet, c'est sûr, et j'irai donc me retirer dans mon phare comme un rat dans un fromage. J'éclairerai les vaisseaux au loin sur la mer, un phare. Cela vous a toujours l'air d'un décor. Je suis seul au monde, c'est l'asile qui décidément convient à mes vieux jours. » Tout à coup, Chaudval interrompit sa rêverie. « Ah ça !» dit-il en se tâtant la poitrine sous sa houppelande. « Mais cette lettre remise par le facteur au moment où je sortais, c'est sans doute la réponse. Comment ? J'allais entrer au café pour la lire et je l'oublie. » Chaudval venait d'extraire de sa poche une large enveloppe d'où s'échappa sitôt rompu un pli ministériel qu'il ramassa fiévreusement et parcourut d'un coup d'œil sous le rouge feu du réverbère. « Mon phare, mon brevet !» s'écria-t-il. « Sauvé, mon Dieu !» ajouta-t-il,
comme par une vieille habitude machinale et d'une voix de fausset si brusque, si différente de la sienne, qu'il en regarda autour de lui, croyant à la présence d'un tiers. « Allons, du calme, et soyons hommes, reprit-il bientôt. Mais à cette parole, Esprit Chaudval, né le peinteur, dit Monanteuil, s'arrêta comme changé en statue de sel. Ce mot semblait l'avoir immobilisé. « Hein » continua-t-il après un silence. « Que viens-je de souhaiter là? D'être un homme? Après tout, pourquoi pas ?» Il croisa les bras, réfléchissant. « Voici près d'un demi-siècle que je représente, que je joue les passions des autres sans jamais les éprouver. Car au fond, je n'ai jamais rien éprouvé. Je ne suis donc le semblable de ces autres que pour rire. Je ne suis donc qu'une ombre. Les passions, les sentiments, les actes réels, voilà ce qui constitue l'homme proprement dit. Donc, puisque l'âge me force de rentrer dans l'humanité, je dois me procurer des passions ou quelques sentiments réels, puisque c'est la condition sine qua non, sans laquelle on ne saurait prétendre au titre d'homme. Voilà qui est solidement raisonné, cela crève de bon sens. Choisissons donc d'éprouver celle qui sera le plus en rapport avec ma nature enfin ressuscitée. » Il médita, puis reprit mélancoliquement. « L'amour, trop tard. La gloire, je l'ai connue. L'ambition, laissons cela aux hommes d'État. » Tout à coup, il poussa un cri. « J'y suis, dit-il, le remords. Voilà qui sied à mon tempérament dramatique. Pour éprouver des remords, il faut avoir commis des crimes. Eh bien, va pour des crimes. Qu'est-ce que cela fait, du moment que ce sera pour le bon motif? Oui. » Chaudval ramassa un pavé et le lança contre la glace qui se brisa en 1000 épaves rayonnantes. Ce premier devoir accompli, et se sauvant à la hâte comme satisfait de cette première mais énergique action d'éclat, Chaudval se précipita vers les boulevards où, quelques minutes après, sur ces signaux, une voiture s'arrêta dans laquelle il sauta et disparut. 2 heures après, les flamboiements d'un sinistre immense, jaillissant de grands magasins de pétrole, d'huile et d'allumettes, se répercutaient sur toutes les vitres du faubourg du Temple. Bientôt, les escouades des pompiers, roulant et poussant leurs appareils, accoururent de tous les côtés, et leurs trompettes, envoyant des cris lugubres, réveillaient en sursaut les citadins de ce quartier populeux. D'innombrables pas précipités retentissaient sur les trottoirs, la foule encombrait la grande place du château d'eau et les rues voisines. Déjà, les chaînes s'organisaient en hâte. En moins d'un quart d'heure, un détachement de troupes formait cordon aux alentours de l'incendie. Des policiers, aux lueurs sanglantes des torches, maintenaient l'affluence humaine aux environs. Le surlendemain au soir, Chaudval, arrivé à destination sans encombre, prenait possession de son vieux phare désolé, situé sur nos côtes septentrionales. Flamme en désuétude sur une bâtisse en ruine, et qu'une compassion ministérielle avait ravivé pour lui. À peine si le signal pouvait être d'une utilité quelconque, ce n'était qu'une superfétation, une sinécure, un logement avec un feu sur la tête et dont tout le monde pouvait se passer, sauf le seul Chaudval. Donc le digne tragédien, y ayant transporté sa couche, des vivres et un grand miroir pour y étudier ses effets de physionomie, s'y enferma sur le champ à l'abri de tout soupçon humain. Autour de lui se plaignait la mer, où le vieil abîme des cieux baignait ses stellaires clartés. Il regardait les flots assaillir sa tour sous les sautes du vent, comme la stylite pouvait contempler les sables s'éperdre contre sa colonne au souffle du chimiel. Au loin,
il suivait d'un regard sans penser la fumée des bâtiments ou les voiles des pêcheurs. À chaque instant, ce rêveur oubliait son incendie. Il montait et descendait l'escalier de pierre. Le soir du 3e jour, le peinteur, disons-nous, assis dans sa chambre, à 60 pieds au-dessus des flots, relisait un journal de Paris où l'histoire du grand sinistre, arrivé l'avant-veille, était retracée. Un malfaiteur inconnu avait jeté quelques allumettes dans les caves de pétrole. Un monstrueux incendie qui avait tenu sur pied toute la nuit les pompiers et le peuple des quartiers environnants s'était déclaré au faubourg du Temple. On ignorait le nom du misérable qui avait commis ce forfait et surtout le mobile du criminel. À cette lecture, Chaudval sauta de joie et se frottant fiévreusement les mains s'écria « Quel succès! Quel merveilleux scélérat je suis! Vais-je être assez hanté? Que de spectres je vais voir! Je savais bien que je deviendrais un homme. Ah, le moyen a été dur, j'en conviens, mais il le fallait. Il le fallait. » En relisant la feuille parisienne, comme il y était mentionné qu'une représentation extraordinaire serait donnée au bénéfice des incendiés, Chaudval murmura « Tiens, j'aurais dû prêter le concours de mon talent au bénéfice de mes victimes. C'eût été ma soirée d'adieu. J'eusse déclamé au reste, j'eusse été bien nature. » Là-dessus, Chaudval commença de vivre dans son phare, et les soirs tombèrent, se succédèrent, et les nuits. Bonne nuit. Bonne nuit.